Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et d'hypnose et répondre à une question qui m'a été posée il y a quelques jours concernant le fait de savoir à quoi il serait préférable de se former, sachant que le cadre et l'attention de la personne qui m'a posé la question est de savoir, moi je veux utiliser une des méthodes toute la journée, que ce soit dans mon business, que ce soit dans ma vie quotidienne, et à ton avis, qu'est-ce qui est le plus intéressant à apprendre pour cette fonctionnalité-là? Même si, on va dire au départ du métagroupe, donc 71-80, il y a pu avoir une modélisation de la communication au travers des thérapeutes et la rencontre avec Milton Erickson. Les fondateurs, donc Bandler, Grinder, puis toute la première équipe méta, donc tout ce qui est Deals, Delosier, etc., ont bossé sur une intention euh, qui pouvait associer de la linguistique, donc comment on parle, comment les mots impactent, etc., etc. Et c'est devenu assez rapidement un mode de communication, puis un mode d'introspection, notamment à partir du moment où, je crois, en 74-75, il rencontre Erickson. Mais l'introspection a été beaucoup utilisée, il donne pas mal d'exemples de, de cette période-là, pour un peu le fun, pour voir jusqu'à où les phénomènes hypnotiques peuvent aller, etc. etc. Je pense à peu près comme n'importe quel hypnotiste quand il commence l'hypnose et qui va se dire, ok, jusqu'à où on peut aller en hypnose, jusqu'à où un partenaire peut plonger, vivre, créer des hallucinations, etc. etc. Puis pensez bien, dans ces années-là, en plus de ça, il y avait cette envie de refaire vivre les phénomènes qu'on a sous drogue au travers d'un phénomène naturel qui est la transe hypnotique. Donc, sur l'histoire, la genèse même de la PNL, la notion d'accompagnement, c'est pas ce qui a été mis le plus en avant, sachant que Grinder aurait dit à Deals d'aller vendre la PNL, en tout cas de la proposer dans le monde de l'entreprise, d'où la naissance de ce que nous on nomme du coaching aujourd'hui. Donc, la, la force de la PNL, ça a été d'influencer dans une forme d'hypnose conversationnelle. Et la question va plutôt se poser à ce niveau-là. C'est est-ce qu'il faudrait que j'apprenne pour le quotidien, je parle pour les personnes qui ne veulent pas faire de l'accompagnement, de la thérapie, est-ce qu'il est préférable que j'apprenne de l'hypnose conversationnelle ou de la PNL? Où là, pour moi, on s'y rapproche complètement. Je pense même qu'aujourd'hui, une grosse partie de l'explication de l'hypnose conversationnelle qu'on peut avoir en Europe, ça vient de l'explication qui a été donnée dans les livres de PNL, les premiers livres, Structure of Magics par exemple, ou Frog into Princess, qu'on a pu voir en PNL. Maintenant, il y a une forme d'hypnose conversationnelle. On peut aller regarder la Milton Erickson Institute US. J'ai moins vu ça sur les cours que j'ai pu lire sur la facette française, parce que ils ont une attention d'accompagnement par essence. Et quand Jeffrey Zeg, donc, qui est le responsable actuel de Milton Institute Phoenix, euh, parle de l'hypnose conversationnelle, quoi, de l'hypnose ericksonienne, il parle de communication ericksonienne ou de communication hypnotique. Mais on voit que c'est encore et toujours orienté vers le complément qui peut être fait au travers d'une psychothérapie, psychanalyse, psychanalyse peut-être pas parce que c'est pas un mot qu'il utilise, mais on va dire des travaux psychothérapeutiques. Donc, beaucoup moins utile que la PNL dans le quotidien. En fait, ce qui a été fort avec la PNL, c'est que vu que ça a été repris par le monde du business, et que ça a été vendu au monde du business, puis après ça a été développé, et que de génération en génération, il y a des gens qui améliorent toujours ce que le passé a pu faire, même s'il est toujours intéressant de savoir d'où vient un système. Les gars ont compris le système et on sait qu'une génération qui avance se prend pas la tête sur la phase de compréhension. Ils prennent ça comme acquis. On dit, bah voilà, il y a un pied dans la porte, il y a une submodalité, tu fais un travail sur les métaprogrammes. Tu vas pas être dans la découverte du métaprogramme. Tu es dans l'apprentissage de ce qui a été découvert. Donc, du coup, ça fait gagner un certain temps pour aller éventuellement développer de nouvelles capacités. Bon, le plus grand développeur de la PNL actuellement, et je pense pour un paquet de décennies encore, il va peut-être partir avant, mais c'est Robert Dills.
qui a vraiment fait évoluer limite les générations même. Même si Grindr a pu écrire son new code, globalement, Diels Delosier, ils ont vraiment tué le game en créant plein de façons d'aborder la PNL, que ce soit pour soi, que ce soit avec les autres dans la communication, dans les interactions, dans une meilleure capacité relationnelle, mais aussi pour mieux développer le business. Et puis après, le rapport systémique, c'est-à-dire comment dans le quotidien on peut utiliser les fondements de la PNL pour réussir à modifier, restructurer des systèmes, que ce soit des entreprises, des façons dont des associations peuvent fonctionner, etc., etc. Donc on a réellement un côté dans la PNL qui est hyper concret et qui, je pense, a été utilisé sur tous les terrains. Parfois, le manque, si on sélectionne cette idée pour le quotidien, qui je pense est le plus tout terrain, c'est que il y a pas forcément un point hyper posé sur l'explication des trans, son fonctionnement, qui est bien sûr très présent dans la PNL. Hein. Euh, il y avait encore une vingtaine d'années, certains instructeurs de PNL osaient dire non, non, mais la PNL, ça n'a rien à voir avec de l'hypnose. Mais j'ai envie de vous dire, José Silva avec la méthode Silva nous a fait la même. Hein. Non, 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 la méthode Silva, c'est pas du tout de l'hypnose. Alors que l'un comme l'autre sont issus de l'hypnose. Point. Il n'y a pas à se prendre la tête. Et ils utilisent des phénomènes hypnotiques, ils utilisent des trans, et c'est ça qui est, je pense, le plus intéressant dans l'hypnose conversationnelle. Capter le moment où la personne entre dans sa transe. Et c'est le côté peut-être... Alors, subtil, le mot est pas juste parce que la PNL a utilisé un ensemble de systèmes techniques, c'est subtil, il faut réussir à les maîtriser, puis à les placer, etc. Donc il y a de la subtilité, mais il y a un côté euh, plus fin dans la compréhension à un moment donné, dans la discussion, la conversation, ou la façon dont on partage une info, une manière dont on interagit avec quelqu'un, avec l'hypnose, parce qu'il y a un moment où on voit le décrochage, on voit l'entrée dans la transe, on voit les ruptures de pattern, on voit le changement physiologique, on apprend à le comprendre, on apprend à même tellement l'utiliser que on n'a pas posé un processus inductif, c'est-à-dire pour faire passer d'un état dit commun à un état de transe hypnotique, c'est-à-dire potentiellement focalisé sur ce qu'on est en train de dire et sur les suggestions qu'on va donner, que on peut avoir un ensemble de modèles euh, comportementaux, sémantiques, qui peuvent automatiser cette notion d'entrée en transe de la part du partenaire. Et pour nous, il y a quelque chose où on se dit juste ah ouais, ça y est, la personne y est, alors qu'il n'y avait pas l'intention de départ de mettre en transe comme on peut au départ le souhaiter et se dire mais attends, est-ce qu'il l'est, est-ce qu'il l'est pas. Cette subtilité là, cette finesse là plutôt, on l'a vraiment dans l'hypnose plus que dans la PNL. Pour ce que moi j'avais pu constater, parce que j'ai eu la chance de voir Bendler, Grinder, Deals, il me formait avec. Bendler, lui, quand il passe en phase hypnose, c'est vraiment, il est en train de nous faire une séance. C'était le début ou fin de cours. C'était aussi quand, sur scène, il faisait carrément de l'hypnose ritualisée. C'était même plus du conversationnel. Mais dans la forme PNL, il y a des moments où il met en transe. Sauf que euh, c'est plus le cumul des techniques qui va amener à la confusion, saturation, qui va l'emmener plutôt qu'une intention inductive. Grinder, du peu que j'ai pu constater de ces démos qui étaient vraiment à ce moment-là pas bonnes, euh, on n'était pas sur de processus inductif, et là on était un peu sur des notions de dissociation. Alors, on était sur des processus inductifs, mais pas du tout ni en mode PNL, ni en mode hypnose. C'était vraiment de la dissociation par des postures qu'on peut avoir vis-à-vis de soi, se voir ça soi-même, puis après se dissocier, puis après se voir à troisième personne pour voir la deuxième personne dissociée, et puis nous-mêmes, etc. Diels, lui, il n'en parle pas. Il est vraiment dans un cheminement qui est différent au niveau de la transhypnotique. Parfois, il va utiliser du mouvement, qu'il avait travaillé avec Delosier d'ailleurs, je crois. Euh, mais il n'y a pas tout à fait la même logique que dans les processus plus basés sur l'induction hypnotique. Donc, la PNL a vraiment un plus pour le quotidien.
l'hypnose conversationnelle, si elle est maîtrisée, elle sera automatiquement complétée avec de la PNL, peut vous donner une finesse et une capacité à comprendre quand les groupes, les personnes, rentrent dans des transes, sortent des transes, sont perturbés, suivent ce qu'on dit ou suivent ou au contraire ressortent et créent des résistances. Ce qu'en PNL sera plutôt parfois une succession de techniques quand quelque chose ne passe pas, on va aller sur: «OK, ça s'est pas allé, pouf, j'ai un plan B, un plan C» et cetera et cetera. Si vous avez des questions, des remarques sur le sujet, n'hésitez pas, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.